Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute évidemment de Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandiera Nera, et l'émission animée par des militants du MAS, membres du réseau MAS. Et donc ce soir, Jean-Louis Romégas au micro avec le camarade Witzdorf. Bonsoir Jean-Louis. Pour une émission un peu particulière, puisque il se trouve que le MAS parisien d'Île-de-France avait programmé une conférence, une intervention, un décryptage, on va dire, de l'actualité avec Maurice Gendre, avec le camarade Maurice, et que donc, en présence évidemment de militants, que nous nous sommes dit avec Witzdorf que ce serait bien d'aller à la fois à sa rencontre et à leur rencontre, pour en effet un format d'émission qui n'est pas exactement le même que d'habitude. Voire atypique, c'est vrai, atypique, une voilà, émission atypique, ça, intéressante. Aussi bien au niveau de la durée que du reste, pour du coup voir à la fois évidemment ce que va dire Maurice, qui est toujours très intéressant, mais surtout les réactions de militants qui sont de jeunes militants, voir comment ils abordaient ces questions, quelles étaient les thématiques qu'ils pouvaient soulever, et voilà. L'idée, effectivement, sur une thématique bien précise, qui était une information donnée aux militants, de pouvoir discuter autour de cette, en l'occurrence, la loi sur le renseignement, mais éventuellement, après, de pouvoir donner la parole, effectivement, aux gens présents, et d'ouvrir le débat sur des sujets peu ou prou en relation avec cette thématique, mais aussi pouvoir discuter sur des choses peut-être un petit peu plus larges d'actualité, un panneau actu peut-être pas, mais quelque chose qui permettait de sensibiliser les militants, de jeunes militants en l'occurrence ce soir, et de pouvoir leur donner aussi la parole. C'était un peu l'idée de ce format un petit peu atypique, un petit peu nouveau. Voilà. Sachant que certains auditeurs, parfois nous en font la remarque, disant que certaines de nos émissions sont un peu haut perchées, on va dire, ou en tout cas sur des thématiques qui ne sont pas forcément prises avec la réalité. Là, l'idée, c'était d'aller à la rencontre aussi de jeunes militants du MAS et puis de voir leurs réactions. Voilà. Donc la chose est faite. J'espère que vous y prendrez plein de plaisir et que ce format vous conviendra et nous permettra peut-être de continuer la chose et de renouveler l'expérience. En tout cas, nous attendons vos commentaires avec impatience, Jean-Louis, sur le blog de Méridien Zéro. Tout à fait. C'est parti. Alors cette loi renseignement qui est en discussion au Parlement actuellement est directement issue des attentats des 7 et 9 janvier dernier. Et le premier point important, c'est déjà de savoir que donc ce n'est pas une loi antiterroriste, mais justement une loi renseignement. Et la différence est de taille. Au niveau des modalités, ils ont fait le choix de la procédure parlementaire accélérée, ce qui là aussi c'est tout sauf anodin. Après le 49.3 qui a été utilisé dans le cadre de la loi Macron et le décret d'application qui est passé le lendemain de la manifestation des enseignants pour la réforme des collèges. Donc on choisit la procédure parlementaire accélérée, là aussi pour faire preuve de fermeté et montrer qu'on est capable d'être un gouvernement brutal quand il faut l'être. Donc voilà, en fait, cette loi renseignement en fait, s'inscrit dans un cadre plus global. On en touchera un petit mot à la fin, mais c'est pas l'objet de mon intervention, qui est le TAFTA et le traité transatlantique. Au même titre d'ailleurs que les lois Macron ou sur la modernisation sociale. En fait, tout ça s'inscrit pour préparer la France en fait, au futur traité transatlantique. Donc le gros souci, un des gros soucis de cette loi renseignement, c'est qu'elle met le Premier ministre comme seul décisionnaire dans le cadre de la mise en place de ce processus. Et il pourra passer outre l'avis de la CNCTR. Alors je vais vous dire ce que veut dire ce fameux sigle, Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et en fait, ce CNCTR n'aura qu'un avis pour l'instant consultatif. Si le Premier ministre décide de passer outre, il y aura une possibilité de saisine du Conseil d'État, sauf, et c'est là que c'est très important, en cas d'urgence absolue. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le cas d'urgence absolue ? Très difficile à décrire. Et bon, le gros problème, c'est que, comme je vous le disais, le seul décisionnaire, c'est le Premier ministre. Donc ça sera sans la saisine du juge. J'ai pas une confiance
absolue, loin s'en faut, dans les magistrats et les juges français. Il faut juste se rappeler du mur des cons du syndicat de la magistrature pour voir ce qu'il faut vraiment en penser, mais entre disons un magistrat, les juges et le Premier ministre actuel, j'aurais pratiquement plus confiance même en un membre du syndicat de la magistrature. C'est dire. Sachant que Manuel Valls, c'est quand même l'homme qui nous a organisé les grandes persécutions, entre guillemets, des quenelliers, qui a été capable de passer en quelques heures d'une décision d'un tribunal à Nantes et saisir le Conseil d'État en urgence pour interdire le spectacle d'un humoriste, qui nous a fait la rocambolesque affaire Vickerness, un pseudo-terroriste qui était planqué dans sa Corrèze. Les familles de la Manif pour tous qui ont été embarquées sans ménagement alors qu'elles n'avaient rien fait, si ce n'est manifester et protester contre une loi qu'elles jugeaient à juste titre comme inique et scélérate. Donc voilà, voir qu'une telle loi qui, vous allez le voir, en fait, donne tant de pouvoir à un homme comme lui, c'est vraiment inquiétant et vraiment dangereux. Un second point, c'est que les données vont être conservées longtemps. Notamment les emails, les conversations téléphoniques, les SMS. Et on parle aussi de pose de micro et de caméra dans les lieux ou les véhicules, par exemple. Alors je vais vous donner un certain nombre de durées, par exemple, de combien de temps ces données vont être conservées. Alors 30 jours pour les correspondances, 90 jours pour les sonorisations, les géolocalisations et les images vidéo, 5 ans pour les données de connexion, aussi appelées métadonnées, c'est les fameuses métadonnées dont on a un peu parlé dans les médias, qui donnent les détails de qui écrit un email à qui, à quelle heure, etc. Et en cas de cryptage des données, ces délais ne s'appliquent qu'à compter de leur déchiffrement. Vous voyez, ça peut être très 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 long. L'autre gros problème de cette loi est ce qu'on appelle les filets dérivants. Pour simplifier, on appelle ça filet dérivant. Il suffit en fait de croiser quelqu'un qui est suspecté pour qu'en fait toute une batterie en fait de surveillance se mette en place autour de cette personne. Donc c'est une extension en fait généralisée de la surveillance, c'est ce qu'on appelle la surveillance de masse. C'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la NSA, ce qu'a dénoncé Snowden dans le scandale Prism NSA justement. Et ça va passer notamment par la surveillance généralisée du net. En ce qui concerne plus particulièrement le net, alors là ils ont l'idée de mettre en place ce qu'ils appellent des boîtes noires, donc qui donneront aux fournisseurs d'accès. Et ces réseaux sociaux, ces fournisseurs d'accès et en fait tous les professionnels du net auront pour mission on leur demandera, en fait, il y aura des algorithmes avec ces fameuses boîtes, qui permettront de détecter ce qu'ils appellent des signaux faibles. Donc signaux faibles, ça peut être des mots, ce qu'on appelle des mots tags, des mots marques. Donc en fait, il y a tout un processus en fait qui va permettre une surveillance de masse, ou en tout cas du moins de la légaliser, parce que à bien des égards elle existait déjà, mais aujourd'hui en fait on va la légaliser. Alors il y a beaucoup de gens qui disent justement autant quitter l'hypocrisie et légaliser une pratique qui est déjà court. Ouais, mais enfin bon, j'ai envie de vous dire le meurtre ça court aussi quoi, donc est-ce qu'on doit le légaliser pour autant? Non, je crois pas. Et comme je le disais, en plus voir qu'un tel système est entre les mains d'un tel homme, c'est vraiment angoissant. Alors l'idée évidemment c'est prétendument de surveiller les terroristes. Et alors là il y a un chiffre très très intéressant, c'est celui qui a été donné par Thomas Guénollet, qui est un sociologue, politologue, qui ne compte pas vraiment parmi nos amis, mais en tout cas sur la loi renseignement il a été excellent. Et il dit ceci: le meilleur programme au monde de surveillance massive des données numériques, téléphone, carte bleue, passe transport, activités sur Internet, etc., c'est le système Prism révélé par Snowden. Or, sur 227 condamnations pour terrorisme de 2011 à 2013, Prism en a permis une seule, soit 0,4%. Donc l'argument de la lutte contre le terrorisme, évidemment, est un pipeau. Et vous allez voir qu'en fait, les personnes qui sont plus particulièrement visées, c'est celles qui sont dans cette salle, notamment. Alors, on parle donc de défendre l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d'ingérence, étrangère bien évidemment, les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France, la prévention du terrorisme, et c'est là que ça devient intéressant,
c'est ce point-là. La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou de la reconstitution de groupements dissous. Donc derrière ce joli verbiage, alors déjà, forme républicaine des institutions, c'est les fameuses valeurs républicaines extensibles à l'infini, qui vont de je suis Charlie à si on dit du mal de Christiane Taubira, c'est parce qu'elle est noire et femme. Non, c'est parce qu'elle fait une réforme pénale catastrophique et parce qu'elle a organisé le mariage pour tous. Et si on en veut à Vallaud-Belkacem, c'est évidemment parce qu'elle est musulmane et sujette du roi du Maroc. Et sujet du roi du Maroc, non, c'est parce qu'elle fait une réforme du collège qui est déplorable. Voilà, bah donc si on continue, je pense, à dire du mal de ces personnes, peut-être qu'on atteindra, on portera atteinte à la forme républicaine des institutions. Parce que de toute façon, c'est tellement vague. Et sur un plan juridique, d'ailleurs, le chef de l'État s'est bien rendu compte qu'un certain nombre de points étaient tellement aberrants qu'il serait obligé de saisir le Conseil constitutionnel. Mais ça, vous verrez que on le verra plus tard, c'est un pur mirage aussi. En tout cas, pour la forme, sachant bien qu'il y a un certain nombre d'acteurs du net ou même d'associations de la société civile, etc., qui s'inquiètent énormément de cette loi, il s'est senti obligé de saisir lui-même le Conseil constitutionnel quand la loi sera votée. Au passage, la loi passe devant, ce projet de loi passe devant le Sénat le 9 juin prochain. Donc voilà, ça c'est un premier élément. En fait, il n'y a pas que les gens qui sont ici. On peut dire qu'en gros, les nationaux, globalement, sont visés. Les zadistes. Je pense que quelque chose comme le barrage de Sivens, par exemple, se réglera pas du tout de la même façon si cette loi passe. Et on peut ajouter une partie de l'action syndicale aussi, qui sera regardée de près, notamment de la base militante syndicale, qui n'écoute pas toujours, et elle a bien raison, les instances dirigeantes des syndicats, notamment des syndicats dits représentatifs. Donc il y a un chantage au terrorisme derrière tout ça, et un des soucis majeurs, comme je le disais, c'est que évidemment ça ne résout rien sur le plan du terrorisme, d'autant plus que, bon, ça c'est une parenthèse, mais c'est encore faut-il prendre pour argent comptant les versions officielles qui nous sont fournies sur les différents attentats, notamment ceux de janvier dernier. Donc, je ne suis pas certain qu'on soit tous prêts à signer en bas d'une feuille en disant mais oui, pas de problème, la version de BFM et d'ITélé est la bonne. Mais est-ce que tout simplement dire ça, ce que je viens de dire, est-ce que ça aussi c'est pas une atteinte aux institutions républicaines ? Donc voilà, vous voyez, le problème c'est que simplement si on se base sur la récolte des métadonnées, ce qu'ils appellent les métadonnées, leurs services de renseignement vont étouffer sous le poids des informations. Donc évidemment, c'est pas là non plus simple d'en tirer un quelconque enseignement si on veut faire une filature de tel ou tel réseau, telle ou telle nébuleuse. Et c'est là qu'on voit que ce n'est vraiment pas le but. Le but, c'est de fliquer les populations, de les surveiller, de connaître leurs habitudes de consommation. Là aussi, c'est à mettre en parallèle avec le projet de Sapin qui vise à progressivement faire disparaître l'argent liquide et organiser une utilisation encore plus massive des cartes de crédit. Comme je le disais, pour connaître nos habitudes de consommation, tout simplement nos déplacements, ce que nous aimons, ce que nous achetons. Donc bon, ça, c'est pour le plus grand bonheur des multinationales. Et puis évidemment aussi, c'est un moyen de repérer tout déviant, alors vous mettez déviant évidemment entre guillemets, qui estime que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui devrait être abattu ou au moins contrecarré, quoi. Je vais vous dire un petit mot sur un modèle dont il vaudrait à mon avis plutôt s'inspirer, qui est le modèle islandais. C'est l'anti-modèle Manuel Valls, c'est l'anti-loi renseignement. Guénolé en a parlé aussi d'ailleurs. C'est en 2010, l'Islande a adopté ce qu'ils ont appelé l'initiative islandaise pour les médias modernes, l'IMI. Et alors le pays a récolté le meilleur de toutes les législations de la planète, protégeant la liberté d'information, d'expression et la transparence de l'action publique, pour ainsi obtenir sur ces thèmes la législation la plus moderne du monde. Et là, en fait, le terme moderne, pour une fois, est plutôt valorisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de voir que tout ça est fait a lieu à la suite des événements de Charlie Hebdo, événements qui normalement, on nous a expliqué que les Kouachi et Koulibaly s'attaquaient à la liberté d'expression, à un mode de vie, etc.
Et là, en fait, donc au nom de la défense de ces prétendus principes, on organise en fait leur mise à mort à plus ou moins court terme. C'est une des contradictions évidentes parmi tant d'autres en fait autour de ce texte. Alors, je vais vous dire un petit mot de la pétition qui a circulé, qu'a fait Guénolé et son amie qui s'appelle Katrina Rizakova. Et en fait, à mon avis, tout est bien résumé dans ce passage. Nous dénonçons les contre-vérités du gouvernement sur la fameuse commission de contrôle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la CNCTR. Voilà, commission de contrôle censée protéger les citoyens des abus de surveillance. D'une part, en amont, l'avis de cette commission est consultatif. Seul le Premier ministre est décideur. D'autre part, si cette commission n'a pas le temps de se prononcer sous 3 jours, elle est automatiquement réputée être d'accord. Enfin, en aval, un citoyen aura besoin de prouver un intérêt direct et personnel pour saisir cette commission, ou ensuite le Conseil d'État. Et là, donc, excellente question de Guénolé. Comment diable le pourra-t-il concernant des opérations secrètes? Bref, en fait de garde-fous, ce sont des chimères. Voilà, c'est exactement la même chose. Pour le Conseil constitutionnel, donc la saisine du Conseil constitutionnel, qui n'a pas fait barrage donc, durant ces dernières années à plusieurs législations dites antiterroristes, notamment celle de 2008, qui crée des méthodes policières de plus en plus invasives et intrusives dans nos vies privées. Et on a quand même entendu, d'ailleurs, Valls, à ce propos, déclarer que la vie privée n'était pas un droit, n'était pas une liberté. C'est intéressant. Hein. On devrait quand même comprendre que la vie privée, c'est la base, à la limite, de toutes les autres. Enfin, c'est la première. Si on n'a pas le droit à la confidentialité, à l'intimité, difficile de s'exprimer librement, de se réunir, en gros d'organiser même une vie sociale. Donc voilà, enfin, cette phrase est absolument aberrante, mais elle n'a pas fait réagir dans la mesure où elle est passée finalement entre deux questions hyper importantes autour de Madame Taubira est-elle la nouvelle héroïne de la nation et 4 résistants panthéonisés, quoi. Donc voilà, pour vous dire qu'effectivement la bonne question c'est qui nous protégera contre ceux qui nous protègent. Voilà, ça c'est la question qu'il faut se poser autour de cette loi renseignement. Et je pense qu'un vraiment des combats à mener dans les semaines et les mois qui viennent, c'est tout faire pour faire capoter cette loi, ou en tout cas renseigner le plus possible nos concitoyens, déjà nos camarades, parce qu'effectivement c'est une loi qui est assez complexe, elle est assez touffue, elle est assez dense. Ce qu'il faut en retirer, comme je vous disais, le principal, le scientifique moelle, c'est une surveillance généralisée, une surveillance de masse, c'est ça le plus important. Et parmi les personnes visées principalement, ce sont les gens comme nous, quoi. Donc il faut déjà mettre au courant nos camarades, et 2, après plus largement notre entourage, nos familles, nos amis, voisins, etc. Voilà, donc il y a un travail en fait d'information à faire autour de cette loi qui est une véritable catastrophe si elle passe. Merci.
Bien, merci Maurice pour cette intervention, particulièrement claire, particulièrement intéressante, sur une loi liberticide, au sens premier du terme, qu'il est important de faire partager à nos militants, d'une part, mais au plus, comme tu l'as dit fort justement, au plus large, aux cercles les plus larges, de manière à informer sur les tenants et les aboutissants de ce système qui est mis en place, un système de flicage, il faut appeler un chat un chat. Est-ce que vous avez des questions pour relancer le débat ? Alors moi j'en ai une, Maurice, s'il te plaît. Tu nous as parlé de collecte de données, de métadonnées, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu, s'il y en a un, à faire sur l'arsenal pénal qui pourrait être déployé après, ce qui est envisagé après la collecte de ces informations ? Qu'est-ce qu'ils comptent faire de tout ça ? Comment ils vont agir sur nous ? De toute façon, comme tu le dis, normalement ça rentre dans le champ pénal, si tu es soupçonné de terrorisme. Mais là c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir de quand et sur quels critères tu es soupçonné de terrorisme ? Donc si tu es soupçonné de terrorisme, c'est la loi, enfin l'arsenal juridique qui est déjà aujourd'hui en cours autour du terrorisme qui va avoir cours. Mais là encore, qu'est-ce qu'on met derrière, quoi ? Parce qu'il y a des... Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a par exemple, ils ont mis la reconstitution de groupements dissous. Bon, ça date pas d'hier, hein. Après le 6 février 1934, il y avait déjà des législations de ce type pour les ligues dissoutes. Alors, je crois que c'était les camarades d'Unité Radicale, quand UR avait été dissoute, ils avaient réactivé cette vieille loi donc, du milieu des années 30, qui avait eu lieu après le 6 février 1934, et ils s'étaient basés là-dessus. On se rappelle aussi avec Valls l'année dernière, c'était les JNR, il y avait l'œuvre française, et il y avait Troisième Voie. Alors, certains d'entre eux avaient anticipé, avaient préféré s'auto-dissoudre, entre guillemets, avant de laisser ce plaisir à l'exécutif. Mais en fait, l'arsenal juridique qui va être mis en place, c'est celui qui a cours dans le cadre du terrorisme, tout simplement, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on voit que même au niveau du politique, l'amalgame, à partir du moment où on a une démarche anti-système, où on est dans une logique de controverse ou d'affrontement direct, plus ou moins, et on est fatalement, on tombe fatalement dans cette logique-là qui nous renvoie au terrorisme. En fait, c'est une espèce de chose trappe qui permet et qui justifie tout. Oui, c'est exactement ça. En fait, on sera considéré comme factieux à partir de quel moment ? C'est-à-dire une simple contestation d'une loi, avoir participé à telle manifestation, avoir scandé tel slogan, avoir fait telle émission à la radio. En fait, on peut être considéré comme factieux et donc susceptible de terrorisme ou d'atteinte, comme ils disent, aux institutions républicaines, finalement, très facilement. Puisque de toute façon, ce n'est pas décrit de façon précise, volontairement, pour que ça soit étendu le plus largement possible et que ça touche des pans entiers de la société française. Et je disais notamment, quand j'ai découvert cette loi renseignement, quand j'en ai découvert les grandes lignes, j'ai pensé immédiatement à des mouvements qui nous sont proches, quoi. C'est évident. Et comme je disais tout à l'heure, je pense aussi les mouvements type zadistes, certains mouvements anti-OGM, ce genre de mouvements, à mon avis, seront visés aussi. Hein. Très probablement. Mais un propos tenu par téléphone ou un mail envoyé ne peut pas constituer une preuve à charge. Ils ne peuvent pas mettre ça sur le dossier, genre faire copier-coller dans le dossier. Juridiquement, ça ne tient pas, ça. Parce que ça peut très bien être prononcé ou tapé par... le mail peut être tapé par n'importe qui. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur un plan juridique, normalement, ça ne devrait pas pouvoir tenir. C'est une aberration. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est je vois mal le Sénat voter contre. Peut-être qu'ils vont apporter quelques menus amendements ici ou là. Il y a déjà l'Assemblée qu'on a déjà apporté quelques-uns. Heureusement d'ailleurs, pour protéger les lanceurs d'alerte. Je crois les sources des journalistes et quelques professions, notamment les avocats, je crois, pour assurer la confidentialité entre le client et l'avocat. Mais voilà, on voit que c'est quand même certaines professions qui ont les moyens justement d'organiser une riposte qui ont pu en bénéficier. Pour les militants nationalistes ou syndicaux, j'ai l'impression que ça sera une autre affaire. Hein. Et effectivement, comme je te le disais, la saisine du Conseil constitutionnel, donc, qui a été demandée, qui va être organisée après le vote de cette loi, elle va être donc demandée par Hollande lui-même, parce qu'il sait très bien que cette loi quand même crée un émoi légitime et qu'il y a quand même une levée de bouclier dans certains cercles. Je suis à peu près persuadé que le Conseil constitutionnel, les sages de la rue Montpensier vont juste
se comporter comme une chambre d'enregistrement, quoi. Ils vont dire ok, bon, on signe, il n'y a pas de problème, cette loi n'est pas liberticide, elle ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux des libertés, on va s'arranger avec. C'est pas pour cette loi qu'ils ont utilisé le 39.4 ? Alors le 49.3 c'était pour la loi Macron. 49.3 c'était pour la loi Macron. Ouais. Donc ça déjà c'est un joli coup de force. Hein. On est un peu dans la même logique en Ouais, fait. c'est la même logique, comme le décret d'application, comme je le disais tout à l'heure, qui est publié le lendemain de la manifestation des enseignants sur la réforme des collèges. Voilà, on sait que finalement de l'extrême gauche à la droite nation, la réforme Vallaud-Belkacem est contestée de toutes parts. On le voit effectivement, égalitarisme, nivellement par le bas, menaces sur les langues anciennes, le latin, le grec, les écoles bilingues, enfin tous les pôles d'excellence, les menaces sur l'allemand et le russe aussi, comme langue vivante. Donc bon, il y avait une levée de bouclier légitime. Dès le lendemain de la manifestation, publication du décret d'application. Voilà, bon là on est dans la même logique, puisqu'ils ont utilisé la procédure accélérée du Parlement pour une loi qui est quand même extrêmement importante, quoi. Puis alors comme je le disais, en fait, le verre est dans le fruit dès le départ, puisque c'est pas une loi antiterroriste. C'est une loi renseignement. Ce qui change tout, en fait. Ce qui change tout. Si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, il y a des idées très simples. Hein. Déjà, on arrête d'armer des djihadistes en Syrie. On arrête de renverser un régime qui tient la route en Libye avec Kadhafi. On empêche les bateaux de migrants d'arriver. Donc ça veut dire qu'on rétablit des vraies frontières. On fait ce que les Australiens font actuellement avec leur opération Frontière Souveraine. Voilà, et on leur fait bien comprendre qu'ici, c'est no way, comme disent les Australiens. On les renvoie de l'autre côté, puisqu'en plus, l'État islamique, Daesh, nous annonce qu'il faut monter sur leur bateau des hommes à eux. Donc voilà, ça c'est une très bonne raison aussi de les renvoyer. Et ceux qui sont français, qui sont sur le territoire, évidemment, on les renvoie. Enfin, d'échéance de la nationalité, et s'ils ont juste la nationalité française, ils ne sont pas binationaux, et tant pis, on en fait des apatrides. Alors on va me dire, oui, mais les conventions européennes, enfin les conventions internationales ne permettent pas ça. Des conventions internationales, ça se dénonce, hein, comme des traités. Donc s'il faut en faire des apatrides, on en fait des apatrides. Voilà, et là le problème est réglé, on n'est pas obligé d'organiser une surveillance de masse de toute la population française. Moi, j'avais deux choses à te demander. Déjà, il y a un volet que tu as abordé qui est quand même essentiel, c'est cette manière de passer à la trappe l'importance du judiciaire dans ce système-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de saisine du juge. Voilà, c'est ça. C'est que dans un état de droit, on est dans une logique de justice où, en principe, il y a un dépôt de plainte, il y a une instruction, on passe devant le juge. Là, on est complètement en dehors de toute forme de légalité par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe judiciaire est complètement nié, il est complètement dénoncé sous ce caractère d'urgence et ce caractère de dire, voilà... D'ailleurs, c'est bien précisé, hein, la fameuse CNCTR, donc cette commission nationale consultative, aura un rôle, comme son nom l'indique, uniquement consultatif, et en plus en cas d'urgence absolue, alors là aussi comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on met derrière cas d'urgence absolue? On peut se passer de son avis tout simplement. Oui. Alors, il y a un des aspects importants de cette loi qui est sous-tendu au travers de tout ça, c'est l'importance et le rôle des réseaux sociaux. On l'a vu pendant cette histoire de Charlie Hebdo avec les frères. Voilà. On a vu l'importance qu'il y avait dans cette manière de communiquer, le rôle que pouvaient aujourd'hui remplir les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter et autres. Il est clair qu'aujourd'hui, tous ces moyens-là, et surtout au niveau des jeunes, parce que c'est devenu quelque chose de très, de très habituel, de presque essentiel dans cette nouvelle manière de communiquer au travers du numérique, on se rend compte que cette loi-là, qui n'est pas, qui fait déjà écho à des lois qui sont un peu plus anciennes, mais pas très anciennes, qui ont trait aux données d'information au travers du numérique et aux échanges au travers du numérique. D'ailleurs, je crois qu'il y a un Allemand récemment qui vient de porter plainte contre Facebook pour justement la protection de la vie privée et au niveau des informations. Il y a quelque chose de vraiment très très grave à ce niveau-là, et je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les plus jeunes à l'importance de ce qui peut être dit ou échangé au travers de ces réseaux sociaux. Oui, il faudra faire preuve d'une extrême prudence si cette loi dramatiquement venait à passer et était validée. Voilà, donc moi déjà j'étais assez réticent vis-à-vis des réseaux sociaux en général, Twitter, Facebook, etc. Pour des raisons aussi, on va dire, plus ou moins philosophiques. Parce que généralement, quand on regarde la plupart des comptes Facebook de pas mal de gens, c'est quand même la glorification du rien, quoi.
La virtualité à tous les la étages. virtualité du rien, enfin c'est la virtualité, c'est le narcissisme de la petite différence. Voilà, donc est-ce qu'on est obligé, nous, nécessairement de rentrer là-dedans c'est le culte du moi-je. Et ce qui est très amusant aussi, c'est qu'un certain nombre de gens balancent l'intégralité de leur vie là-dessus, vont se plaindre à juste titre de cette loi renseignement, mais on a envie de leur dire, déjà, commence à ne pas raconter toute ta vie, exposer toute ta famille en permanence sur Facebook, quoi, ou sur Twitter, ou ce type de réseaux sociaux. D'ailleurs, ce qui était très drôle, c'était de voir, je me souviens de ça il y a quelques années, je m'étais déjà mobilisé à l'époque avec quelques amis, c'était contre les fameux fichiers Edwige et Christina. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était des super fichiers, en fait, qui étaient entre les mains du ministère de l'Intérieur. Et parmi les opposants et les dissidents, il y avait des gens qui avaient des comptes Facebook où ils racontaient tout l'ensemble de leur vie. On les voyait partir en vacances à tel ou tel endroit. On voyait leurs enfants lors de leur journée d'anniversaire. Voilà, donc il faut être un peu cohérent à un moment. On peut pas se plaindre à juste titre d'une loi qui organise des super filatures, un flicage de masse, et en même temps étaler toute sa vie sur des réseaux sociaux. Il y a un vrai paradoxe par rapport à la perception qu'on peut avoir justement des réseaux sociaux et de l'Internet en général, puisqu'on nous présente aujourd'hui l'Internet comme le dernier vrai espace de liberté, ce qui n'est pas faux non plus, puisque aujourd'hui on peut publier encore des choses où comment dirais-je, aborder des sujets sur Internet qui, dans la presse, depuis bien longtemps, ne sont plus abordés, mais qui restent sur Internet un espace de liberté essentiel. Et on se rend compte que, justement, cet espace de liberté, parce qu'aujourd'hui, la contestation, elle passe surtout par l'Internet, essentiellement par l'Internet, les communications et la contestation, et que dans cette loi-là, qui fait suite à d'autres, l'État a cette volonté véritablement de cadenasser l'échange et de cadenasser et de comment dirais-je, à charge toute déviance ou tout ce qui peut être considéré comme une déviance. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vois mal à partir de quel moment ils vont décider. Enfin, si, malheureusement, on voit trop bien le moment, quoi. C'est dès qu'ils estimeront que ça peut mettre en cause leur système, mais leur système avec un grand S. C'est-à-dire toute pensée réellement dissidente, au sens le plus noble du terme, en tout cas, on va dire, qui est anti-système, pourra être jugée comme passible, subversive. Voilà, subversive, passible, d'être jugée comme une forme de terrorisme ou d'une préparation, pourquoi pas, même d'une préparation à une action terroriste. On peut envisager ça. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'aurais une remarque. Ah, une remarque. En fait, j'ai réfléchi un petit peu à ça et je me dis que c'est une idée comme une autre pour contrecarrer finalement cette probable loi liberticide. C'est une idée à creuser, voilà, que je lance pour les auditeurs et pour chacun d'entre vous. Tous les matins, ces fameux mots-clés, vous en tapez 50 sur votre ordinateur, et ça bug leurs données finalement. Si vous faites ça tous les matins pendant 1 an, ils ne savent plus sur quel pied danser. Donc, est-ce que ça pourrait être... je sais pas comment ça peut se faire, il n'y a pas moyen de faire des copier-coller. Tous les matins, automatiquement, tu allumes ton ordinateur, il y a 50 mots-clés dénoncés par l'État qui sont balancés directement par ton ordinateur. Je me dis que, bon, je suis certainement utopiste, mais s'il y a 1 million de personnes qui fait ça, ça va niquer leurs données, quoi. C'est peut-être une idée à approfondir. Ouais. Je sais pas, il y a quelques... Je pense qu'il faut aller se renseigner aussi sur quelques sites vraiment bien faits, qui sont très fournis en informations là-dessus. Il y a la Quadrature du Net, quelques sites de ce genre qui font un boulot assez approfondi là-dessus. C'est peut-être des questions qu'il faudrait leur soumettre en fait directement. Qu'on devrait nous-mêmes, en tant que militants, leur soumettre. Voilà, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire si jamais cette loi entre en vigueur, qu'elle est publiée au journal officiel, qu'elle passe les fourches codines, et comme je disais, les fourches codines, c'est une plaisanterie du Conseil constitutionnel. Voilà comment on fait pour la rendre tout simplement impraticable, pour qu'elle soit de toute façon vouée à l'échec si jamais elle entre en vigueur. Effectivement, pourquoi pas, hein, c'est peut-être une technique, je sais pas. En tout cas, à mon avis, il faudrait qu'on aille voir directement des geeks, des gens vraiment, voilà, des spécialistes du net, des fournisseurs d'accès, des gens même, parce qu'il y a pas mal apparemment de professionnels du net qui pensent se délocaliser et quitter la France à cause de cette loi, et voir avec eux en fait ce qu'on pourrait faire très concrètement pour empêcher tout simplement que cette loi fonctionne, qu'elle marche. Parce que si elle marche,
Voilà, comme je le disais, on sera les premières personnes visées. Pour moi, c'est une évidence. Et comme je disais, peut-être les mouvements anti-OGM, certains zadistes, des mouvements syndicaux, voilà, enfin, je pense qu'on est vraiment les gens visés, quoi. Est-ce qu'on peut... généralement, ce genre de loi ne tombe pas du ciel. Il y a une logique beaucoup plus large qui les motive et qui les oriente. Est-ce qu'au niveau européen, on assiste à quelque chose du même ordre, quelque chose de beaucoup plus large? Est-ce qu'on peut parler véritablement d'un système de flicage, pas uniquement au niveau de l'échelle nationale, mais bien au-delà? On l'a vu, c'est aussi peut-être une réponse au système Snowden. Je pense que derrière, les Américains ont aussi cette volonté de vouloir verrouiller et contrôler tout ça. La fuite potentielle, le dissident qui va balancer des choses, et c'est aussi une manière de contrôler, de pouvoir intervenir rapidement et de pouvoir choper le type en question sans passer par une procédure pénale habituelle. Est-ce qu'il y a des exemples équivalents? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se développer au sens large? Parce qu'on voit bien, depuis, et c'était déjà le cas sous la présidence Sarkozy, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus évident. Ça s'inscrit dans la même logique d'ailleurs, si on va par là. Avec la présidence Hollande, on est dans une logique liberticide et de flicage à tous les niveaux, avec une volonté de contrôle du citoyen et des individus. Est-ce qu'on constate ça de manière plus large au niveau européen? En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, de toute façon, malheureusement, oui, je vais parler des Allemands après, c'est que les Européens s'espionnent entre eux pour le compte déjà des Américains. C'est déjà C'est divisé pour mieux régner. Voilà, je crois que c'était donc l'Allemagne qui espionnait la France et qui redistribuait ces informations aux États-Unis. Et je crois, alors, pour que le cercle vicieux soit bouclé, je crois que c'est un journal britannique qui avait sorti l'information. Je crois que c'était le Guardian ou The Independent, je sais plus. Voilà, donc les Allemands espionnent les Français pour le compte des Américains et l'information est révélée par des Britanniques. Voilà, c'est sûrement la construction européenne. Ça doit être ça en fait. Aujourd'hui, au niveau des moyens de lutte et au niveau de l'efficacité, qu'est-ce qu'on peut envisager? On l'a bien vu, effectivement, la prudence sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Comme tu l'as signalé, cette loi passe au Sénat le 7 juin prochain, donc on est déjà dans une logique d'urgence, voire au-delà de cette logique d'urgence. C'est un projet de loi qui va devenir réalité très rapidement. Le 9 juin devant le Sénat. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, au-delà du conseil de prudence nécessaire et indispensable, quel avenir pour la dissidence et quel avenir pour la contestation politique dans notre pays et quel avenir tout simplement pour la liberté d'expression, puisque en fait c'est un des thèmes, c'est d'ailleurs assez paradoxal de voir les Charlie qui donnent des leçons un peu à tout le monde, et en fait cette logique-là qui est directement issue, on peut se poser d'ailleurs la question de l'opportunité de la chose, puisque cette histoire Charlie, en l'occurrence, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Est-ce que cette logique de liberté, comment peut-on essayer de préserver et de maintenir, nous, notre capacité d'expression et notre volonté de pouvoir combattre ce système-là? C'est une excellente question, je ne suis pas sûr d'en avoir toutes les réponses. Par contre, tout à l'heure, juste pour rebondir un peu sur ta question précédente, c'est-à-dire est-ce que ça s'inscrit dans un cadre plus large, comme je le disais en début d'intervention, je crois que ça s'inscrit dans le cadre des négociations sur le traité transatlantique. Parce que les professionnels de l'Internet aux États-Unis tentent de s'appuyer sur le futur traité transatlantique pour faire sauter un certain nombre de verrous autour de la protection de la vie privée, des données confidentielles et en gros de ce qui permet de protéger les internautes. Et ils mettent en avant que ça pourrait être considéré comme une entrave au commerce ou au contraire comme du commerce déguisé. Et justement, cette loi renseignement fait sauter un certain nombre de protections de la vie privée. Un certain nombre de données fondamentales qui permettent de protéger la vie privée. Et moi, j'ai du mal à envisager que là aussi, ça ne s'inscrit pas dans un cadre plus global de surveillance généralisée, mais en fait, on va dire de la sphère occidentale au sens large. Enfin, moi, je me considère pas comme occidental, je me considère comme européen, mais bon, voilà, on va dire des habitants des deux côtés de l'Atlantique, quoi. Et je pense que dans le cadre du traité transatlantique, ils ont besoin d'une loi comme la loi renseignement pour pouvoir faire sauter un certain nombre de verrous que la loi française nous garantissait encore pour l'instant. Ah, il est peut-être intéressant, justement... Oui, Jean-Louis? Oui, dans le cadre le plus large, on va le voir rapidement. Si la mesure qui est discutée d'interdiction de manifester, d'interdiction préventive de manifester, comme il y a des interdictions préventives de stade, est réellement mise en place, et qu'elle est réellement mise en place au niveau européen, là aussi. Il y a d'ailleurs un fichier stade. Hein. Oui, il y a un fichier stade, et donc si en effet il constitue un fichier manifestation, ou action de rue, bref, intervention publique, et que ce fichier est constitué à l'échelle européenne. Pour l'instant, là, il est évoqué au niveau français. À terme, on verra bien si, par exemple,
Après tout, on a certains de nos camarades qui sont allés en Allemagne il y a quelques années pour participer à des manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui, et après le vote de cette loi, est-ce que ce type de déplacement, par exemple, sera encore possible ou pas Ça, on va le voir, je pense qu'on va le voir vite. Hein. Et de fait, et ça sera vraiment ce qui confirmera le cadre global de la chose. Si on nous empêche un jour d'aller participer à une manifestation de Casa Pound en Italie, par exemple, là, on saura ce qu'il en est. Alors, oui, Maurice. Oui, Jean-Louis à l'instant parlait des interdictions de stade. Les filets dérivants dont je parlais tout à l'heure, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu le loup, qui a vu le loup. En fait, les IDS, les interdits de stade, après le plan Le Proux au Paris Saint-Germain, donc qui ont interdit de stade un certain nombre de membres du COP, c'était déjà la logique des faits dérivants. Enfin, des filets dérivants, pardon. C'est-à-dire que un supporter avait été vu à tel endroit, à côté d'une compagnie de CRS, il y avait un autre supporter à côté, ils étaient sur la même photo, on les a pris en filature, voilà, ils étaient tous IDS. Le plan Le Proux, c'était ça. Hein. Donc finalement, là, le projet de filet dérivant, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc là, qui aurait lieu plutôt sur le net, où on va dire... d'ailleurs, pas que sur le net, hein, ça commence par le net, mais ça s'élargit, ça s'étend plus largement à la vie civile. C'est vrai que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec le plan Le Proux, quoi. Ou les interdits de stade. Alors, tu as évoqué tout à l'heure le principe, le futur traité transatlantique. Je crois qu'il peut être intéressant de faire un petit rappel pour les personnes présentes ce soir, mais également pour nos auditeurs, et rappeler les grandes lignes et ce que prévoit ce traité transatlantique. Alors vraiment très succinct, c'est un futur projet de traité économique et commercial qui vise en fait à harmoniser, comme ils le disent pudiquement, les barrières tarifaires et non tarifaires, donc douanières, aligner en fait les normes douanières, les taux, les droits de douane. Donc ça qui sont déjà très bas en fait entre les deux rives de l'Atlantique, mais c'est surtout au niveau des normes en fait, il faut les harmoniser évidemment par le bas, les normes environnementales, sociales et sanitaires. C'est essentiellement ces trois-là qui sont concernés. Et évidemment, ça va être la destruction potentielle d'un modèle social. Comme je vous disais, en fait, un certain nombre de lois qu'on a vues ces dernières années, je dirais surtout depuis 2 ans, essentiellement, notamment l'accord national interprofessionnel dont on a déjà parlé sur MZ, le fameux ANI, en fait, qui a pulvérisé le CDI français. On peut voir ça comme une mise en conformité en fait avec les normes sociales qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique pour les salariés et les travailleurs. Je disais la loi de renseignement, celle-là vise à faire plaisir aux multinationales du net et aux champions du net américains. Et on a aussi le TISA. Alors ça c'est plutôt pour les services, donc ça qui vise à pulvériser les services publics. Et qui a eu pour traduction également dans la loi Macron la déréglementation des professions réglementées, parce que les professions réglementées ne répondent pas au code du commerce en France. Elles ont des juridictions spécifiques, etc. Ce qu'on appelle les notaires, les choses comme ça. Les notaires, pharmaciens, etc. Et en fait, on voudrait désormais les faire entrer dans le code du commerce pour... il y a un certain nombre de garde-fous, évidemment, dans ces professions réglementées, qui protègent également, évidemment, l'usager ou le client. Et si ces professions répondent uniquement au code... sont soumises au code du commerce, c'est uniquement, évidemment, les règles du profil plus élémentaire qui vont désormais advenir et qui vont avoir cours. Et je parlais d'abaissement des normes environnementales, mais évidemment un risque majeur, c'est d'être par exemple inondé d'OGM. Monsanto est en pointe dans le combat autour du traité transatlantique pour faire sauter un certain nombre de verrous et de barrières et de cadenas qu'on a mis en place en Europe. Il y a également les entreprises porcines, je donne cet exemple parce que il n'est pas très connu en France, autour de la rectopamine. La rectopamine, c'est un médicament en fait, qui vise à faire grossir les bovins et les porcins. Et c'est un médicament qui est interdit dans plus d'une centaine de pays, dont l'ensemble des pays de l'Union européenne, parce qu'il aurait un potentiel de dangerosité extrême en fait, pour la santé. Et en fait, les filières porcines américaines veulent faire sauter l'interdiction de la rectopamine sur le sol européen. C'est un exemple. L'interdiction de l'usage également du chlore pour les volailles. En Europe, on peut utiliser uniquement l'eau et la vapeur, par exemple sur les carcasses, et pas le chlore ou la javel.
Aux États-Unis, on peut. Il est aujourd'hui question que la javel et le chlore soient utilisés sur les volailles, sur le traitement des volailles. Et le dernier exemple qui a eu lieu ces derniers jours, c'est l'autorisation d'une trentaine de pesticides qui étaient interdits jusqu'alors sur le sol européen et qui notamment sont considérés comme des perturbateurs endocriniens très forts et qui vont désormais avoir la possibilité d'être commercialisés en fait dans le cadre de l'Union européenne. Et ça s'inscrit dans le cadre du traité transatlantique. Il y a quand même des choses qui sont extrêmement graves. Particulièrement effrayantes là-dedans, parce qu'elles touchent au bien-être et à la santé de tout un chacun. À la vie privée. On l'a vu notamment, tu parlais fort justement là des fournisseurs d'accès, cette espèce de logique de nivellement vers le bas avec les Américains. On a vu quand même certaines levées de boucliers de certains fournisseurs d'accès Internet en Europe, notamment en France, surtout en France d'ailleurs, qui s'élèvent et qui refusent cette logique parce que qui pour eux est une mise sous tutelle, ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a au niveau de ce traité transatlantique et toute cette partie là écologique et qui touche à la santé et au bien-être, est-ce qu'il y a également parce qu'en fait on a l'impression que ce traité transatlantique il est en train de passer un peu comme une lettre à la poste et qu'il n'y a pas véritablement ni de prise de conscience, encore moins de communication puisqu'il n'y a pas de prise de conscience, mais derrière ça, il n'y a absolument rien qui est fait pour sensibiliser tout un chacun, pour qu'il y ait une vraie campagne pour lutter contre ça. C'est quand même assez effrayant. Est-ce qu'on est dans une logique là aussi d'endormissement généralisé ? Comment est-ce qu'on peut analyser ça ? Ou est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se battent ? Parce que ce gouvernement-là qui va essayer sous peu de réintégrer des écolos par souci électoraliste dans un futur remaniement ministériel potentiellement, comment est-ce qu'on peut imaginer une telle logique et une telle, parce que ce sont des choses qui ont pignon sur rue, des choses dont tu parles là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça et quelle lutte et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui se battent contre ça justement ? Alors, il y a des gens qui se battent, mais j'ai discuté il y a très peu de temps avec une attachée parlementaire d'un député européen qui donc siège à Strasbourg, et elle m'a expliqué que les députés européens eux-mêmes ont l'interdiction, lors des négociations et des discussions autour du traité transatlantique, d'avoir un stylo sur eux, un calepin, un appareil photo, et de prendre quelques notes que ce soit, et de rapporter quoi que ce soit qu'ils aient pu entendre lors de conversations ou de discussions dans le cadre du Parlement européen à Strasbourg. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Même les parlementaires européens n'ont pas accès aux informations. Ou alors juste des bribes, des fuites. En fait, il y a deux gros négociateurs. C'est Business Europe, qui est un des plus gros lobbies patronaux en Europe, et la Chambre de commerce américaine. C'est en fait les deux lobbies qui j'ai pratiquement envie de dire qu'ils rédigent de A à Z le traité transatlantique. Ils vont juste demander de signer aux politiques et de les ratifier ensuite, évidemment sans passer par la case référendum, hein, comme tu peux imaginer. Mais effectivement, oui, tout ça, ça se passe dans une opacité totale. Et les rares personnes en fait qui essaient d'en discuter, c'est des gens dans notre milieu, dans la mouvance. Et puis les gens du front de gauche, des mouvements anti-OGM, etc. Mais malheureusement, comme souvent avec ces gens-là, ça se transforme en carnaval. Alors qu'il faudrait être extrêmement sérieux, on les voit se déguiser en poulet lors de manifestations. Ils trouvent rien de mieux que d'évincer deux camarades du cercle Proudhon lors d'une manifestation, je crois que c'était contre les OGM. Comme je disais, de se déguiser en poulet. Enfin voilà, on tombe dans le carnavalesque et dans l'antifascisme d'opérette, comme d'habitude. Alors que voilà, s'il y a vraiment un sujet où il faudrait vraiment une cohésion, une harmonie, c'est vraiment le traité transatlantique, la lutte contre le TAFTA, quoi. Oui, comme au niveau de l'argumentaire et de l'information de tout à chacun, on peut citer le blog de Magali Pernin. Donc, contre la Cour. Voilà, contre la Cour. Magali Pernin est une juriste du sud de la France qui est intervenue par exemple l'année dernière au colloque du GRES, un colloque que le GRES avait consacré à l'Europe. C'est quelqu'un qui a des positions plus souverainistes sans doute que nous. Mais peu importe, parce que le blog est vraiment très bien fait. Elle a derrière elle une formation juridique en béton. Et globalement, elle se base pas sur des arguments partisans en tant que tels, même si elle a évidemment son point de vue hostile au traité. Mais elle s'appuie sur des lectures juridiques et le blog est vraiment très très bien fait. Un des derniers billets, par exemple, que j'ai pu lire ou qui donne plein d'arguments, c'est justement une analyse du mandat donné aux politiques qui négocient donc TISA, donc le traité sur les services.
Et elle décompose ça. Et vraiment, elle l'alimente pas tous les jours, hein, donc on a le temps aussi de prendre les billets, de les lire et de pouvoir s'informer. Voilà, donc Contre la cour, hein, de Magali Pernin. Je pense que chacun peut y aller, y jeter un petit coup d'œil et glaner des informations. Là aussi, le paradoxe de l'Internet, ça reste quand même un espace de liberté et d'expression. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent le verrouiller à ce point, d'ailleurs. Mais oui, pour parler de Magali Pernin, ou du TISA, c'est vrai que le TISA, c'est le pendant autour des services. Comme je le disais, effectivement, la notion de service public, avec le TISA, elle peut être totalement pulvérisée, puisqu'on va estimer que c'est une atteinte à la concurrence libre et non faussée. Donc on maquillera ça derrière des missions d'intérêt général, mais on ouvrira à la concurrence, on libéralisera et on privatisera, on déréglementera et on dérégularisera. Je pense qu'on peut dire dérégulariser, je crois, ou déréguler, pardon. On pourra déréguler un certain nombre de secteurs publics. Quand on voit ce qui se passe avec le réseau ferroviaire, par exemple, en Grande-Bretagne, ou avec l'électricité en Californie, on a le droit d'émettre quelques doutes. Hein. Pour ce qui est du réseau ferré en France, c'est un peu la même chose. On voit aujourd'hui, il y a un peu des levées de boucliers. Là, la SNCF est en pointe pour la fermeture de nombreuses gares, et on est là aussi dans une logique de désertification des régions. Oui, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils osent parler d'aménagement du territoire, alors qu'en fait, ils ferment systématiquement tous les services publics qui créent du lien social. Ça va de la poste en passant par la petite trésorerie, en passant par un hôpital qui est à quelques kilomètres. Désormais, on est obligé de faire une soixantaine de bornes dans certains lieux pour avoir le premier hôpital, la première maternité. Donc voilà, il n'y a plus d'aménagement du territoire. En fait, on est en train d'organiser la désertification rurale, en tout cas de l'accentuer et de l'accélérer. Tout ça dans la logique, justement, des super-régions et des grandes métropoles, des métropoles. Ça aussi, ça a un sens, finalement. On peut mettre en relation justement cette réforme des régions par rapport à... les choses n'arrivent pas par hasard. Tout ça a un sens. Je pense qu'il est impossible de déconnecter tous ces éléments-là. Ils s'imbriquent très bien. Tout s'imbrique l'un dans l'autre. Il y a une logique terrible, je trouve, derrière tout ça. Bien. Jean-Louis ? Concernant, pour revenir sur ce projet de loi sur le renseignement, est-ce qu'on sait à plus ou moins brève échéance la mise en place de manière pratique? Est-ce qu'une fois que la loi va être votée, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver rapidement? Et comment est-ce qu'on va concrètement se rendre compte que les choses ont changé? Après, je pense que c'est comme toute loi, tout projet de loi. L'entrée en vigueur se fait normalement après la publication au JO. Les décrets d'application. Voilà. Donc dès septembre, on peut dire qu'on est dans le vif du sujet, quoi. Donc, à mon avis, le 9 juin, ça passe devant le Sénat. Il y aura donc la saisine du Conseil constitutionnel. Combien de temps? Ils sont 9, les 9 sages mettront... il y a la navette parlementaire. Au mois d'août, ils ne travaillent pas. Ah bon? Oui, septembre, je pense que septembre. Ouais. On peut faire confiance au gouvernement pour accélérer la navette. De toute façon, c'est déjà une procédure accélérée. Oui. Donc, en fait, tout est dans la procédure accélérée, puisque même la loi en elle-même est une logique accélérée. Tout est dans la logique de l'urgence. Par rapport à cette histoire de Charlie, comment est-ce qu'on peut justement analyser, et je reviens un peu là-dessus, les événements de Charlie Hebdo et cette concomitance, cette coïncidence qui n'en est pas une par rapport à cette volonté justement de mettre en place cette loi, parce qu'elle n'est pas sortie non plus de nulle part. Ça fait quand même pas mal de temps, à mon avis, qu'ils y réfléchissent. C'était la fameuse émission qu'on avait faite avec Emmanuel Ratier et Jean-Louis, Nous ne sommes pas Charlie. On l'avait dit, dès les premiers jours, les jours qui ont suivi, on avait déjà Pécresse qui demandait un Patriot Act à la française. Voilà, elle est servie, elle est gâtée. On avait Estrosi qui disait, lui, clairement, oui, il faut réduire certaines libertés, il faut renier certaines libertés pour plus de sécurité. Alors, ce qui est terrible, c'est que Guénolé, là, dans un de ses textes, justement, la loi renseignement est dangereuse et inefficace, copions l'Islande plutôt que la NSA. Je vous en ai lu un bref passage tout à l'heure. Il donne quand même cette information. Plusieurs sondages ont été diffusés ces dernières semaines pour attester qu'une large majorité des Français seraient prêts à sacrifier des libertés fondamentales en échange de davantage de sécurité. C'est assez affligeant, mais c'est une réalité. Et il ajoute, fort justement, on attend avec impatience le sondage qui leur demanderait s'ils sont pour que les services de renseignement aient le droit de mettre un micro dans leur chambre à coucher sans la permission d'un juge. C'est effectivement un commentaire assez juste. Donc malheureusement, le chantage autour du terrorisme marche bien, ça fonctionne bien. Il a suffi de voir d'ailleurs le fameux esprit du 11 janvier et la manifestation gigantesque qui a réuni combien 4 millions de personnes sur la France, je crois.
Donc pour se rendre compte quand même l'état de sidération dans lequel s'est trouvé une partie du peuple français après les 7 et 9 janvier, quoi. Et se rendre C'est une compte. magnifique opération psychologique. Hein. Oui, puis une vraie opération de com sur le sujet, parce qu'on voit aussi que là, tous les politiques, de la gauche à la droite, il y a un vrai consensus sur l'intérêt de cette loi. Il n'y a pas eu véritablement de voix discordantes ou à la marge. Je disais le Front National, le NPA, le Front de gauche, je crois qu'on a fait le tour. Et je pense une partie d'Europe Écologie Les Verts. Il y a eu quelques députés centristes aussi, Ah, dont un, le nom m'échappe là, qui s'inquiétait pour les manifestations possibles de la Fédération anarchiste. Ce qui était marrant pour un centriste. Oui, c'est un type cohérent au moins. Voilà, c'est ça, exactement. C'est respectable au moins comme. Voilà. Donc, il aurait pu s'inquiéter plus pour nous, mais Ouais, ça serait moins passé dans la presse. moins passé, donc, ouais. voilà. Donc, du coup, il s'inquiétait pour la Fédération anarchiste. D'accord. Ouais. Bon, on vient de balayer un spectre relativement large, puisqu'on est parti de cette loi du renseignement que Maurice nous a parfaitement détaillé, exposé, pour rebondir sur le TAFTA, enfin le traité transatlantique, et tout ce qui est concomitant à cette logique-là liberticide. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet, chers amis? Non, visiblement, Kindimo consent. Juste rajouter un petit mot. Oui. Je vais juste rajouter un ou deux éléments. Donc je disais, ils ont quand même mis un statut de lanceur d'alerte, parce qu'évidemment tout le monde a pensé à Snowden. Hein. Quand on a vu le contenu de la loi, on s'est dit, si un jour on se retrouve avec un Snowden français... Donc ils ont quand même garanti un statut de lanceur d'alerte. Par contre, les hackers seront plus fortement sanctionnés. Et là encore, ils se sont réfugiés derrière la cyberattaque contre TV5 Monde par Daesh. Donc voilà, donc c'est là qu'on se rend compte finalement... Si les terroristes n'existaient pas, il faudrait les inventer. Peut-être qu'on les invente, hein, d'ailleurs. Oui, mais enfin, cette histoire de TV5, elle est quand même particulièrement opportune, en l'occurrence. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, les hackers, alors c'est quoi les hackers? C'est Anonymous. Donc Anonymous, je parle des vrais, hein, pas ceux qui sont forcément cornaqués ou pilotés ou téléguidés par tel ou tel service de renseignement, mais il y a des vrais Anonymous. Alors certains ont accepté de baisser le masque de Guy Fawkes pour se présenter devant des caméras et expliquer donc quelle était leur démarche. Là, est-ce que ces types-là... alors, visiblement, ils risqueraient... ils ont décidé de doubler les sanctions pécuniaires pour tout piratage, actuellement puni au maximum de 75 000 €, voire de les tripler s'il s'agit d'un service de l'État. Bon, on peut imaginer qu'il y aura peut-être aussi des peines de prison qui iront avec. Hein. Je crois qu'elles sont plus ou moins prévues déjà. Je crois que ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement sur certains sujets. Ouais. Sans doute qu'ils les aggraveront. Ouais. Il y aura forcément des charges aggravantes dans tous les cas de figure. Oui, forcément. Bien, Jean-Louis ? Non, sur les hackers, on peut supposer qu'évidemment, ceux qui seront sanctionnés, c'est ceux qui ne seront pas du bon côté du manche, et donc en effet qui ne donneront pas des gages de bonne conduite. Ça veut dire qu'il y a de bons hackers et de mauvais hackers ? Oui, bien sûr, comme il y a de bons critiques et de mauvais critiques. De bons citoyens et de mauvais citoyens ? Ouais, aussi, tout à fait. Voilà, ouais, aussi. Donc oui, je pense qu'un hacker, par exemple, qui piratera, je sais pas moi, un site du Front National ou n'importe quoi, ça sera sans doute moins exposé. Quelle drôle d'idée. Oui, il aura la Légion d'honneur. Ils iront peut-être pas jusque-là, mais bon. Le Panthéon, peut-être, non ? Ou le Panthéon. Ouais. On reste quand même dans une justice à géométrie variable. Hein. Et s'il fait un texte qui vomit le drapeau français, alors là, il est panthéonoisé, mais direct. Ouais. Et il touche 20 000. Et il touche 20 000. Oui, sans passer par la casse prison. Non plus. Ouais. Donc, non, il n'y a en effet pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que présentait Maurice. Alors, on pourrait peut-être élargir un peu le débat au-delà de s'il n'y a pas de questions. Ça pourrait être intéressant de faire, non pas concurrence au lieutenant Sturm avec son panorama actu, mais peut-être essayer de décrypter un petit peu l'actualité. Actuellement, on peut peut-être revenir sur cette histoire de panthéonisation. Il y a pas mal de choses à dire. Pas forcément sur la panthéonisation en elle-même, mais sur ce qui l'a motivé. Je ne parle pas des personnages. Hein, oui, Maurice. Je juste un crochet. Je fais un long retour en arrière. Je vous ai parlé très brièvement du projet Sapin là, sur la disparition progressive de l'argent liquide et l'utilisation des cartes bancaires. J'en parlais tout à l'heure. Et là, c'est pareil. On utilise encore un argument prétendument recevable et défendable, à savoir la lutte contre la fraude à la TVA ou le travail au noir et le blanchiment d'argent, donc de la drogue, qui finance les activités terroristes, ou qui peut financer les activités terroristes. Donc évidemment, derrière ce projet Sapin, Jovanovic l'expliquait très bien à ton micro il y a quelques semaines. Évidemment, c'est pour le plus grand plaisir des banques. Et comme je disais, en plus, ça facilite là aussi
la traçabilité. C'est un moyen aussi de connaître les modes de vie, les habitudes de consommation, de déplacement des populations. Et ça correspond à une recommandation européenne. Hein. Ça vient de l'Union européenne, puisque c'est une recommandation de la Commission de Bruxelles. C'est-à-dire qu'en fait, le Sapin l'a présenté comme un projet français. C'est quelque chose qui devrait s'étendre à l'ensemble de l'Union européenne. Parce que ça vient pas de Sapin. Ça vient d'outre-Kiévrin, comme on dit. C'est joliment dit. Ouais, je passe tout à l'heure comme la déréglementation des professions réglementées, donc qui avait déjà été lancée par Montebourg, avant que Macron reprenne la balle au bon. Là aussi, c'était une demande de l'Union européenne. Je crois que c'était même une directive. Alors, avant d'aborder et d'élargir le débat, comme je le disais, je crois qu'il y a quand même quelque chose de très, très particulier au-delà de tout ça, c'est que on est quand même dans une logique, il y a une léthargie terrible par rapport à tout ça. On a l'impression que les gens sont dans une espèce de dormition, d'acceptation. Alors, il y a 2 ans, on avait 1 million de personnes qui descendaient dans la rue pour manifester contre le mariage pour tous, le mariage gay. Et là, aujourd'hui, sur des sujets essentiels qui nous touchent directement, que ce soit au travers du TAFTA et la santé publique ou la liberté sur la loi de renseignement et sur la capacité à pouvoir s'exprimer ou à affirmer une opinion, on a vraiment l'impression que les gens sont rentrés dans une logique d'acceptation, de soumission complète, de résignation définitive, et ça c'est quand même particulièrement dramatique. Nous qui, ce soir, avons à cœur d'informer de jeunes militants ou de faire passer un message, on est... Oui. Non ? Non, c'est une remarque, j'ai pas de question. Ah bon, d'accord. C'est une remarque. Non, vas-y, fais-nous profiter de ta remarque. Non, je me dis juste que par rapport à la manif pour tous, le problème c'est que quand on fait 3 manifestations de plus d'1 million de personnes et que la loi passe quand même, il y a de quoi être dépité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment aussi, le passage en force, c'est le passage en force. Donc là-dessus, de toute façon, on vous l'exposait régulièrement sur MZ, on est tous conscients que la population française n'a plus cette capacité de réaction qu'elle avait à l'époque. La classe moyenne étant bien endormie, et puis surtout ayant beaucoup d'autres soucis dans le quotidien que de se révolter, malheureusement. Mais quand on a l'exemple de la manif pour tous, c'est criant. Moi, je pense que c'est criant, ça répond à votre question. Les gens sont dépités, effectivement. Enfin voilà, c'est juste une objection que je me faisais. Non, mais globalement, je suis d'accord sur le plan professionnel. Hein, je suis d'accord avec le camarade B. Je pense qu'en effet, il y a une accumulation, il y a une lassitude face à des échecs successifs sur le plan social. Alors là, en l'occurrence, la manif pour tous, c'était sociétal. C'était social aussi. Voilà. C'était social et sociétal, mais ça touchait aussi un segment peut-être, je ne vais pas dire plus restreint, parce que cette loi, elle touchait directement, mais bon, certains étaient plus concernés que d'autres probablement. Là, on est directement sur quelque chose qui nous concerne tout un chacun, quelle que soit l'opinion politique, l'engagement et autres, quoi. Il n'y a pas eu de victoire digne de ce nom depuis très longtemps. On n'a pas fait reculer que ce soit sous un gouvernement social-libéral ou libéral-social comme l'était les gouvernements Sarkozy. C'est un élément, voilà, le CPE. Oui, mais ça remonte à 95. Le CPE, c'était 2006. Ah oui, c'était 2006, ouais. Le CPE, là, ils ont été obligés de reculer. Mais bon, au bout de nombreuses semaines de manifestations. Oui, parce que il y avait les grandes grèves de 95 aussi. Les grandes grèves de 95, ouais. voilà. Et le CPE, en fait, si les seuls domaines où éventuellement il recule, c'est parce que c'est le syndrome Ousekine qui fait que lorsqu'il y a des manifs étudiantes ou lycéennes, on y envoie aussi les bandes de racailles qui vont dépouiller allègrement et qu'en fin de compte, il y a le risque qu'il y ait une victime jeune, bah là, c'est un tel traumatisme au niveau, entre guillemets, pour les pouvoirs publics, qu'en effet, là, éventuellement, ils acceptent de reculer. Pour le reste, c'est défaite sur défaite depuis au moins 15 ans, sur le plan social et en particulier dans les différents domaines professionnels. Donc je suis d'accord avec le camarade, je pense qu'en effet il y a une résignation qui est là, qui est réelle. Oui, camarade B. Mais effectivement c'était sociétal la manif pour tous, mais je pense que l'une des raisons aussi pour laquelle les gens ne réagissent pas trop au projet de l'écoute et du TAFTA, c'est que les gens en fait ne s'intéressent plus à la politique pour une raison aussi très simple, c'est que pour reprendre encore une fois la manif pour tous, les partis politiques étaient censés les représenter, tous ces gens-là.
et qui était censé battre le pavé avec ces gens, avec eux, avait complètement déserté le terrain. À quelques rares individus près. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune prise de parole officielle, aucun parti officiellement qui a joint le peuple. C'est-à-dire qu'il y a une véritable scission qui s'opère entre le peuple et les partis politiques. Donc les gens ne se sentent même plus concernés, c'est même pas qu'ils s'y intéressent plus, c'est qu'ils se sentent même plus concernés par les partis politiques. Que ce soit donc pour le TAFTA ou pour le projet des écoutes, qui sont deux dossiers extrêmement importants. Prenons l'exemple du Front National de Marine Le Pen, donc, qui est, paraît-il, le premier parti de France, mais c'est peanut total, quoi. C'est le mutisme complet. Et ils ne font absolument rien. Ils ont la capacité d'envoyer des dizaines, peut-être une centaine de milliers de personnes dans la rue, de faire bouger les choses. Ils ne font absolument rien. Donc des gens qui sont susceptibles de rallier leur cause, alors que pourtant il y a certainement un vivier électoral, s'ils creusent un peu la chose, il y a certainement un vivier électoral, mais ils ne font rien, donc les gens se désintéressent, s'éloignent totalement de la politique, donc des discussions au sein de l'Assemblée nationale, donc aujourd'hui François Hollande il prend la parole, les gens ils zappent, quoi, ils écoutent même plus ce qu'ils disent. Manuel Valls, les gens n'écoutent même plus ce qu'ils disent. Ils en ont rien à foutre. Donc en fait, ça leur passe au-dessus. Ils sont même pas au courant parce que ça les désintéresse totalement. Je pense même pas que ce soit enfin, il y a une forme de désignation, enfin de résignation, pardon. Mais il y a aussi, ça les intéresse plus du tout. Voilà, c'est mon avis. Du dépit, ouais. On est plus dans le dépit presque finalement que la résignation. Ouais. Enfin, c'est un mélange des deux finalement, mais c'est ce qui. Comment vous expliquez ce mutisme total par exemple du Front National? Je crois que le Front National... C'est une excellente question. Oui, c'est même... Ils n'ont pas la réponse, mais ils vont l'avoir. Alors on a peut-être des éléments de réponse. C'est que, enfin, on les a, quoi. On a vu récemment d'ailleurs avec les divergences profondes entre le père et la fille, que le parti avait évolué de telle manière qu'aujourd'hui il est en quête de notabilité, pardon. Je cherche mes mots. Respectabilité. Des respectabilités. Donc, à jouer le jeu des institutions, il faut aussi savoir les épouser et être dans cette logique qui peut amener à être à un moment ou à un autre un parti du système. Donc, pour lutter, il faut sortir de la case électoraliste. Moi j'en vois, nous c'est aussi ce qu'on défend comme point de vue, en tout cas au mouvement d'action sociale sur Méridien Zéro, c'est aussi des choses ce sont des pistes et de réflexion. Je crois qu'il n'y a pas... Il faut jouer toutes les cartes. Il faut jouer toutes les cartes, voilà, tout simplement. Il n'y a pas véritablement d'alternative possible avec le système en place, il n'y a pas de véritable alternative avec les partis. Le Front National pouvait incarner à une certaine époque une logique peut-être de rupture. Je pense que on peut se poser... Au moins verbalement. Oui, bon, je crois que ça n'a pas été plus loin d'ailleurs. On peut se poser raisonnablement la question de savoir pourquoi, quand ils étaient en capacité de représenter ou d'être en mesure, peut-être pas de prendre le pouvoir, ils ont toujours fait en sorte de se tirer une balle dans le pied, quoi. Et on peut... là, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire que là où Marine est peut-être en capacité de franchir un cap, même si sur le fond on peut en douter, parce que quand on voit les campagnes de presse, les histoires de contrôles fiscaux, oui, voilà, donc l'histoire de Jeanne et compagnie, on peut tout à fait... Les attachés parlementaires. Voilà, donc tout est fait aussi pour s'aborder le truc. Et quand on voit aujourd'hui l'attitude du père par rapport à la fille, c'est aussi cette volonté-là d'aller casser l'existant et de freiner toute forme d'ascension ou d'évolution possible. Pardon, excuse-moi. Non, puis je crois que le Front n'est pas du tout habitué à faire ça. Il est pas à l'aise, il est rien du tout. Où sont c'est un de nos camarades italiens que certains connaissent bien, qui disait où sont les conférences organisées par le Front localement, où sont les librairies proches du Front, où sont, et on peut faire la liste comme ça, sur donc une activité, une présence au jour le jour. Alors du coup, des manifestations ponctuelles sur ce genre de thèmes, sur lesquels en plus je pense qu'ils se sentent pas du tout à l'aise parce qu'ils sont tiraillés sur des points de vue entre ceux qui vont... Je pense qu'au Front, il y a sans doute des gens qui trouvent ça très bien, qui pensent qu'en effet, contre le terrorisme, et le terrorisme islamiste comme cible numéro 1, il faut absolument tout faire. Il y a sans doute des restants... Ils sont quand même contre la loi renseignement, on va quand même leur... Oui, tout à fait. On va quand même leur accorder ça. Tout à fait. Après, en interne, il y a sans doute certains qui trouvent ça bien. Pareil, il doit bien rester un courant libéral aussi au sein du Front, qui n'est pas forcément complètement hostile à la loi Macron, puis au traité TAFTA. Donc, de toute façon, ils sont pas à l'aise, ils le maîtrisent pas, ils sont pas présents au quotidien et au jour le jour, au-delà de ces lois, sur une activité militante.
Métapolitique. Et donc, voilà. Et donc, Voilà, on va pas cracher la figure non plus des gens du FN, parce que c'est non, vrai qu'il y a des... mais c'est une des- réalité, c'est parce que c'est vrai qu'il y a aussi des vrais militants. Bon, on va pas... Non, mais il y en a, c'est évident. Il y a des vrais militants. Mais est-ce que justement, qui il y a sont éminemment respectables. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture entre la base et la direction aujourd'hui? Ah bah, ça, c'est Aujourd'hui, une est-ce que le militant du Front qui milite depuis une vingtaine d'années, on va arrive sentir un peu les trois, je pense. est-ce qu'il arrive à s'identifier entre comment il s'appelle, entre Collard et Philippot? Ça reste quand même d'être un petit peu compliqué, quoi. Enfin, tout dépend de la position. Oui, voilà. J'ai absolument rien dit. Mais en fait, bon, je crois que je l'avais déjà dit à cette antenne une fois, il y a peut-être un an ou deux. Je pense que de toute façon, le FN aurait pu réussir. Alors, est-ce qu'il faut dire encore... Est-ce qu'il faut mettre ça au conditionnel passé ou au conditionnel présent? Je sais pas. Aurait pu ou pourrait. En tout cas, ils auraient pu, ça c'est une certitude. S'il y a une vingtaine d'années, ils s'étaient inspirés de ce que, je l'avais dit clairement, ce que le Hezbollah a fait au Liban. Le Front National serait devenu un Hezbollah français, bon, sans l'orientation religieuse, sans la... pourquoi pas. En tout cas, bon, sans l'orientation religieuse, Et aujourd'hui, si on veut donner un exemple européen, ce que fait Chrissy Avgi, peut-être que le Front National ne serait pas face à un plafond de verre comme ça. Ils auraient fait de la métapolitique, ils auraient fait des œuvres sociales, ils auraient monté... Attendez, mais même l'UMP, quand même, vous vous rendez compte, même l'UMP a eu l'idée d'organiser des cours de lecture et de français pour les élèves en difficulté scolaire. Alors, cher Maurice, vous n'êtes peut-être pas encore un has-been, mais les Républicains. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, même eux avaient eu l'idée de faire ça. Comment est-il possible que les gens au FN n'aient pas eu l'idée d'organiser à grande échelle ce genre de choses? C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Enfin, ça pose le problème Moi, je crois que ça pose le problème pour les plus jeunes générations de l'engagement militant. Comme le disait le camarade, c'est-à-dire aujourd'hui, quelle représentativité, pour quel engagement, pour quel type de réforme, pour quelle politique. Quand on voit la manière dont les choses se passent, et qu'on peut aussi parler tout simplement au niveau du Front National, de voir la représentativité d'un parti qui est effectivement peut-être le premier parti de France avec à peine 3 ou 4 députés, enfin 3 députés je crois, par rapport à un parti communiste qui ne représente absolument plus rien et qui a un groupe parlementaire avec 30 députés. Effectivement, comment vanter les vertus de la démocratie et du système alors qu'on voit que tout est pipé et que tout se fait dans l'intérêt d'une caste et d'un système. Ça, c'est voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'alternatives et de propositions pour les jeunes en termes de militantisme, je pense la logique métapolitique est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus porteuse pour nous et pour les jeunes militants que le système actuel, et que croire aujourd'hui encore dans les partis, je pense que c'est une erreur, et on ne peut pas aller bien loin en défendant ce type ce genre d'argument. Alors on est embêté dans le cas du Front National, parce que effectivement la purge à laquelle on assiste actuellement, espèce de grand nettoyage. Bon, il y a certains... Qui a commencé déjà depuis un petit moment, avant le congrès de Tours. Des gens comme Bernard Anthony qui représentaient aussi, qui ont été virés manu militari, voilà. Et puis ceux qui sont partis ceux qui sont partis parce que... Trop dégoûtés, ou tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans la ligne. En fait, bon, le cas Philippot est assez emblématique, parce que il est l'homme des grandes purges. Il donne un peu le là, mais en même temps, ça je le sais de sources sûres et de sources internes, c'est le plus gros bosseur au sein de ce parti, qui est, d'après ce que j'en sais, malheureusement un parti qui est même composé de gens qui ont pas mal de poils dans la main, quoi. Et lui est un énorme bosseur. Et par exemple, sur la question du traité transatlantique, là-dessus, il est impeccable. C'est le seul qui en parle. Il le remet systématiquement dès qu'on lui tend un micro, dès qu'il est devant une caméra, ou dès qu'il est à la radio, il parle du traité transatlantique. Alors bon, effectivement, on peut se déplorer, regretter, oui, enfin c'est ce type-là, il organise le grand nettoyage. Oui, mais enfin bon, lui, il taffe. Il bosse. Il travaille, et puis il a le bagage intellectuel et l'armature, on va dire, alors d'idées qui sont pas exactement les nôtres, hein, mais bon, parce que pour avoir discuté aussi avec quelqu'un qui connaît bien l'appareil de l'intérieur, il y a quand même aujourd'hui le retour de têtes départementales ou de têtes régionales qui sont affligeantes et qui rappellent les SD, tu veux dire? Oui, c'est ça, qui rappellent le front dans ses plus mauvaises heures, avec des gens qui sont pas compétents du tout, mais qui à un moment ont su flatter la bonne personne au bon endroit.
Voilà, et qui en effet occupent le terrain et qui sont totalement inefficaces. Philippot, en effet, il a pour lui de ne pas être dans ce cas de figure-là. Et donc, à un moment, c'est comme pour tous, c'est celui qui travaille qui, à un moment, a les arguments et le cadre pour pouvoir s'imposer et du coup faire passer ses idées. Oui, ces idées qui historiquement ne représentent pas ce qu'a pu être le Front National, où on est bien loin de la matrice d'origine, puisque je pense qu'on peut dire que quelqu'un comme Philippot représente une logique beaucoup plus souverainiste, politiquement parlant, que les cadres classiques ou historiques du Front National. Voilà. Bon, on referme cette parenthèse. Moi, oui, Jean-Louis. Oui, non, si, c'est donc Maurice avait parlé de scission il y a quelques émissions. La formation annoncée par Jean-Marie Le Pen, est-ce que tu as des informations sur la forme qu'elle va prendre? Moi, j'en ai quelques-unes. Les seules que j'ai en ma possession, c'est celles que tout le monde a entendues à la radio ou à la télé, quoi, ou vues à la télé, c'est-à-dire une formation, en gros, qui servira visiblement d'aiguillon au Front National, mais qui ne vise pas à lui faire barrage dans le cadre électoral, ni même à lui mettre des bâtons dans les roues. Mais qui peut croire ça? Ouais, je sais pas. Non, enfin, bon, disons, ça c'est la version officielle, t'es d'accord? Ouais, alors, ce qu'on entend actuellement. On sait de sources. Après, t'as peut-être des informations. Ouais, enfin, de sources plus ou moins confidentielles, c'est qu'aujourd'hui, des contacts ont été pris à l'initiative de Jean-Marie Le Pen avec d'anciens responsables du Front qui ont fait scission, qui sont partis volontairement ou pas, et qu'il y a aujourd'hui une logique de reformation qui, à mon avis, ça c'est ce qui se dit, mais je pense qu'on est assez près de la vérité. Et de s'aborder comment dirais-je, la campagne de Marine et son éventuel score au premier tour en 2017 pour éviter qu'elle soit présente. Parce que là, on est dans une guerre de chefs, on est dans une logique d'affrontement qui ne va pas du tout dans l'intérêt des militants, à mon sens, bien évidemment, puisqu'on se rend compte que on est tout simplement dans le règlement de compte. Ouais, ça, à mon avis, c'est vrai. Si c'est ce que tu dis, c'est vraiment un choix totalement déraisonnable. Enfin, il faut se rappeler la bonne vieille maxime, la politique du pire est la pire des politiques. Ouais. Enfin, quand on voit Jean-Marie Le Pen qui a repris des contacts avec des gens avec qui il n'avait plus adressé la parole depuis 4 voire 5 ans, reprendre à déjeuner avec eux, des gens qui se sont clairement affichés contre Marine, on peut tout à fait imaginer que même à 86 ans, le connaissant, la dent dure comme il peut l'avoir, et l'œil vif bien sûr, et ça va se régler comme il se doit. Je pense que là, je pense que Marine a touché là où ça faisait mal, quoi. Voilà. Après, bon, c'est très tragique pour un homme comme lui qui quand même qui a été un combattant toute sa vie, un nationaliste, un Européen. Voilà, terminer sur cette note-là, moi je trouverais ça vraiment tragique. Mais enfin bon, c'est un avis personnel. Parce qu'on peut quand même pas obligé de le partager, évidemment. Non, parce que cette histoire d'interview donnée à Rivarol, on peut quand même raisonnablement se poser la question de l'opportunité, parce qu'en fait, d'abord, bon, déjà, il y a deux choses. Il y a ce qu'il a dit et pourquoi il l'a dit. Ce qu'il l'a dit, il l'a toujours plus ou moins dit. C'est pas nouveau, c'est pas un scoop. Donc la presse le récupère pour en faire ce qu'elle en fait. C'est pas nouveau non plus. Mais pourquoi il le dit, sachant que de toute façon, ça va être monté en épingle. Donc moi, on a vraiment cette sensation qu'à chaque fois, quand ils sont en capacité de pouvoir faire quelque chose, ils ont aussi cette capacité à se saborder. Et on a posé longtemps, et on pose encore la question de savoir si Jean-Marie Le Pen a jamais voulu le pouvoir. Et ça, je pense que c'était aussi une vraie question. Alors, j'ai lu un très bon livre, et vous m'excuserez, j'ai oublié le titre, mais je mettrai ça en lien. Faute. Je mettrai ça en lien, c'est promis, sous l'émission. Alors, écrit, c'est d'autant plus intéressant par, le moins qu'on puisse dire, c'est des gens qui ne nous sont pas favorables. C'est une journaliste de l'IB et des Inrocks, je crois, et en fait, qui retrace l'histoire du front. Et on retrouve, il y a à l'intérieur des interviews de Blot, enfin des entretiens avec Blot, avec Maigret, je crois, avec Jean-Marie, enfin, tout le monde y passe, toutes les grandes figures. Et il y a quelque chose qui est vraiment... une sorte de fil conducteur en fait tout au long de l'ouvrage, on le voit très bien, c'est dès qu'il a senti qu'il était possiblement déboulonnable entre guillemets ou qu'il ne se retrouverait plus dans la position du numéro 1, il ne l'a pas supporté et il a systématiquement dégommé ceux qui pouvaient hisser le Front National un peu plus haut. Et en fait je me demande si on n'est pas plutôt dans ce qu'on appelle l'hypertrophie du moi, quoi. Une sorte d'ego surdimensionné qui fait que un chef c'est fait pour cheffer, comme disait l'autre, et lui il veut systématiquement cheffer, quoi. Parce que moi je veux bien, c'est cette idée d'un parti qui se montrait en parallèle du front et qui soit une sorte d'aiguillon. Je vois pas comment dans le système électoral aujourd'hui un tierce parti puisse être un aiguillon de quoi que ce soit. Moi non plus. Après, bon, voilà. Bref. Promis, je vous retrouverai le titre. Bon, c'est noté.
Pour continuer là ce soir sur différents sujets, j'avais ouvert cette idée là de parler de cette histoire de panthéonisation, tout simplement par rapport au discours qu'a fait François Hollande, parce que je pense que le discours alors je ne sais pas si vous l'avez tous écouté ou si vous avez tous été attentifs à ce qui a été dit. Tout y était, hein, de l'antiracisme, l'antisémitisme en passant. Et on est anti-antisémitisme. Anti, voilà, c'est ça. Et on est tout à fait. En fait, ça rejoint parfaitement l'exposé de Maurice concernant cette logique de flicage, puisqu'en fait, il en donne tout à fait, je pense, la mesure et les limites. En ce sens, si vous n'êtes pas dans les clous, et c'est ce qui redéfinit cette manière de... Bon, le principe de la panthéonisation, c'est toujours la même chose, cette logique de l'icône de la République, de s'identifier à des personnages qui peuvent être tout à fait honorables, hein, peu importe, c'est pas le problème. Mais cette manière d'utiliser ça pour faire passer une logique politique, et je pense qu'on peut tout à fait faire ce parallèle par rapport à cette loi sur le renseignement, avec bien évidemment, de dire voilà, la France liberté, mais en même temps c'est une manière de lutter, il faut se donner les moyens pour pouvoir lutter contre les horribles fascistes et autres, et j'en passe et des meilleurs, mais en fait, en substance, c'était ça, quoi. Maurice, je sais pas si vous avez un petit peu... Oui, alors j'ai entendu vaguement, bon, j'ai l'impression que c'était une opération de récup obscène, mais dans les grandes largeurs, là, et... Enfin, j'ai entendu des bribes de discours, ça avait l'air très mauvais, comme souvent. Et en plus, là, j'ai l'impression qu'il s'est surpassé au niveau du... Enfin, on va dire de la névrose républicaine. Ça finit par être une névrose, finalement. La névrose républicaine, c'est l'effet Charlie, et aussi, en plein dedans. Charlie, quoi. Et finalement, on le voit très bien, quoi. Cette république, en fait, c'est une façon de singer ce qu'était le catholicisme. Alors j'emploie le terme singer à dessein, hein, ceux qui ont un peu de culture religieuse comprendront pourquoi j'emploie ce terme, mais voilà, c'est singer toujours les saints, le culte des saints. On a même été jusqu'à inventer un baptême républicain, donc on a le mariage à la mairie aussi, enfin maintenant on a même le mariage pour tous, pour tout comme dirait Adrien. Donc voilà, enfin moi je regarde toujours ça avec beaucoup de distance, parce que finalement c'est une immense opération de com. Ouais, c'est une immense opération de communication. Bon, c'est de la manipulation des masses aussi, mais finalement, bon, c'est toujours moins... Non, mais je trouvais que dans les termes, on était vraiment dans... C'est toujours moins puissant que ce qu'on a vu le 11 janvier. Oui, tout à fait. Enfin, c'est dans la continuité, et comment dirais-je, la logique et le verbiage est le même. Et on peut tout à fait retrouver en substance les limites de l'identification de l'ennemi par rapport à l'hypothétique liberté que défend cette République. Jean-Louis, un commentaire peut-être ? Non, moi, je suis dans la position de ce que disait le camarade B tout à l'heure. Je n'écoute plus ça, en fait. Par exemple, non, j'y ai pas consacré même pas 3 minutes de mon temps. C'était quoi, hier ou avant-hier, hier. Voilà. Non, donc je serais incapable de dire ce qu'il a dit. Vous aurez un blâme républicain, comme il se doit. Parce que c'est une logorée générale. Je sais qu'il n'y a pas d'annonce, donc je n'y prête pas. Ça me fait pas soulever une oreille. Je vois à peu près ce qu'il va dire. Donc voilà. Donc du coup, non, ça rien. Bon, eh bien écoutez, c'est peut-être la meilleure position. C'est peut-être la meilleure position, en tout cas. C'est une manière de se préserver aussi de certaines choses ambiantes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous souhaiteriez aborder. Pas spécialement. En tout cas, peut-être sur les personnalités qui ont été panthéonisées, par contre, parce que je crois qu'il y avait Jean Zay, Brossolette, Tillon, Brossolette et Geneviève Antonios. Donc bon, dans le lot, il y en a quand même un qui écrit un poème pour en gros expliquer que le drapeau tricolore est un torche-cul. Donc c'était dans les années 20, donc quelques années après la grande boucherie de 14 quand même. Donc je pense qu'il y a beaucoup de familles de poilus à l'époque qui avaient dû apprécier. Puis même aujourd'hui, on n'a pas besoin d'ailleurs d'être quelques années après la Grande Guerre pour savoir que le poème est quand même globalement une ignominie. Hein. Alors je sais, on va me dire, il y a la tradition des surréalistes, des dadaïstes, etc., qui condamnaient un peu tout type de nationalisme après la Grande Guerre. Mais bon, là, c'était quand même particulièrement gratiné. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce poème, mais... Et puis bon, Tillon, je crois qu'elle était porteuse de valise pour le FLN, si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, elle est panthéonisée. Pourquoi pas ? Oui, de toute façon, ça s'inscrit dans d'autres choses. Ceci étant, il y a quand même quelque chose qu'on peut garder au-delà de pour certains d'idées, en effet,
soit contestables, soit carrément pourris. C'est quand même des gens qui, ayant vécu vieux, ont tenu quand même la rampe jusqu'à la fin. Hein. Parce qu'après tout, alors ça a été beaucoup rappelé, hein, mais Geneviève Antonios de Gaulle, enfin de Gaulle, De Gaulle Antonios, voilà, bref, Peu importe l'ordre. a quand même été à l'origine d'une loi par rapport à la pauvreté, etc. Elle avait plus de 80 ans. C'était des Donc, monde. voilà, c'est ça. Donc non, c'est des gens qui en effet, et ça, cette génération-là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ils s'accrochaient, ils se sont accrochés jusqu'au bout. Il n'est pas certain qu'on ait des générations de militants aujourd'hui, mais parce que tout est fait contre ça, évidemment, hein, qui tiennent la rampe aussi longtemps. Il suffit de se compter les uns les autres, voilà, génération après génération, pour voir que le grand lessivage fait que, bah oui, est-ce qu'on aura nous aussi des militants? Alors si, évidemment, on en connaît actuellement, je sais pas, Dominique Vénère par exemple, bon, mais des gens, c'est l'ancienne génération. Est-ce que nos générations à nous, les gens qui ont 20, 30, 40 ans, est-ce qu'on tiendra la rampe aussi longtemps? Je l'espère. J'en suis pas sûr, parce que tout est fait contre. Pour pousser au découragement. Sont aussi, il faut le rappeler, des générations qui ont connu la guerre. Et il y a là aussi une matrice. Il y a quand même quelque chose de bien particulier. Aujourd'hui, on vit dans un pays qui, depuis 50 ans, n'a pas connu de conflit armé, en tout cas sur son sol. Donc, on peut aussi imaginer qu'en termes de témoignages de vécu, c'est ce que défend des Vénères aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la formation de l'individu, elle passe aussi par l'affrontement et par le combat, et qu'aujourd'hui, dans la société aseptisée, on récolte les jeunes qu'on a semés, si j'ose dire. Une question ? Non, c'était simplement une petite remarque. Jean-Louis, tu disais que justement on était en perte de militants dans le monde politique. Et je vais te répondre tout simplement parce que on fait plus de politique. C'est plus de la politique, c'est de la communication. Aujourd'hui, un militant au Front National, c'est un Twitter, quoi. C'est un compte Facebook, c'est s'il pond un communiqué de presse sur Internet, c'est un héros, le mec. Tu vois, aujourd'hui, c'est fini. Enfin, bon, moi je dis ça parce que j'ai peut-être 23 ans, mais c'est fini le temps où tu pars avec ton seau de colle, tu vas coller dans des banlieues crades. Il y en a encore, mais aujourd'hui, c'est une poignée. S'ils se font pas payer, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Le Front National n'échappe pas à la règle. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et de toute façon, aujourd'hui, le monde politique, c'est du business. C'est comme ça que ça marche. T'adhères à un groupe qui fonctionne comme une logique de business, quoi. Et c'est très juste ce que dit un camarade, parce que j'avais cette réflexion qui me revenait à l'esprit d'un des fondateurs qui avait accompagné donc Jean-Marie Le Pen dans la création du Front, et qui me disait, tu sais, aujourd'hui, c'est dramatique. On a des jeunes qui sont bardés de moyens de communication, de tablettes, de machins, j'en passais des meilleurs. Et il me dit, moi, au début des années 70, je passais un coup de fil. Il me dit, en 1 heure, j'arrivais à trouver 50 à 80 mecs pour descendre dans la rue. Et ben aujourd'hui, je mets quiconque au défi avec les moyens de communication qu'on a, en 1 heure, d'arriver à en réunir 5 ou 6, quoi. Enfin, faut quand même être cohérent, faut être raisonnable. Il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. Et je pense que ça correspond tout à fait avec ce que vient de dire le camarade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de politique. Voilà. Les gens sont dans une logique où il n'y a plus de politique, il n'y a plus de mobilisation, et ça rejoint aussi ce que disait le camarade B tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une vraie saturation et une démobilisation liée à cette saturation. Oui, alors j'ai l'impression que d'après ce que... Enfin, pour revenir sur ce que disait notre camarade tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, c'est vrai que la virtualisation et la dématérialisation permanente est à la fois un bienfait, comme on disait, voilà, Internet reste un espace de liberté pour le moment. Hein, tant que la loi renseignement n'est pas passée pour l'instant, on arrive quand même à peu près à s'en sortir. Mais ça peut être aussi paradoxalement un poison ou quelque chose de paralysant. C'est-à-dire quand on est sur Internet, on n'est pas dehors, quoi, tout simplement. Donc c'est une arme à double tranchant. Cette logique de rupture avec le monde réel qui est quand même dramatique au profit de cette virtualité qui est de tous les instants, quoi. Ouais, c'est déréalisant. Oui. Alors, oui, j'ajoute juste pour donner une note un peu plus optimiste à tout ça, malgré la virtualisation du monde militant, etc. Faut quand même pas perdre espoir. Il faut se dire que si la politique, ce monde de business a laissé le monde militant, l'activisme
on peut le reprendre. Nous, c'est à nous aujourd'hui de le reprendre, de le réinsérer dans nos vies. C'est à nous de recréer du social, c'est à nous de faire nos librairies, comme tu disais, de refaire nos syndicats, de refaire nos activités aussi festives, parce que le militantisme aussi, nous on le pense beaucoup au MAS, le militantisme c'est aussi la joie, c'est aussi la communauté, c'est la vie de groupe. Donc tout ce qui n'est plus au Front National ou ailleurs, parce que j'accuse pas forcément que le Front National, tout ça on peut le reprendre, on peut l'ancrer dans nos vies, et ça intéresse beaucoup nos jeunes, les jeunes de 20 ans. Ils sont très contents de retrouver cet aspect communautaire, cet aspect vivant dans la politique. Et c'est aussi ça le militantisme. Et donc c'est à nous de faire cette révolution interne dans nos groupes sur ce genre de terrain. Voilà. Merci pour ce complément d'information nécessaire, parce que c'est vrai qu'on avait peut-être l'impression de dériver vers quelque chose, une espèce de pessimisme qui n'en est pas un, loin de là, puisqu'en fait... Non, c'est une forme de lucidité. C'est une forme de lucidité, voilà. C'est ce que, voilà. Nous, au contraire, et Méridien Zéro, le mouvement d'action sociale, en sont aussi l'incarnation, mais d'autres aussi, bien évidemment, d'essayer d'ouvrir cet espace comment dirais-je, de militantisme et d'offrir aussi une vision différente de la politique, en tout cas d'essayer d'amener vers autre chose. C'est qu'on fait un constat, c'est une chose, effectivement, mais ce constat, c'est pas uniquement du pessimisme, c'est aussi une volonté de rebondir. Le sacrifice de Vénère aussi est là pour nous montrer le chemin, bien évidemment, mais d'autres aussi, des camarades qui travaillent dans des revues, Méridien Zéro qui depuis plusieurs années maintenant, toutes les semaines, est présent pour donner la parole et débattre sur des sujets. Voilà, je crois que l'Iliade, bien sûr, par exemple, qui a été une vraie réussite à ce niveau-là aussi. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui permettent et qui donnent de l'espoir et qui permettent de voir les choses avec beaucoup d'optimisme. Et c'est aussi ça qu'on essaye de faire passer. Voilà. Jean-Louis, un commentaire avant de se quitter ? Ouais, non, la meilleure note d'espoir, je trouve, pour nous, et évidemment, c'est paradoxal, mais c'est quand même les quelques milliers de gens à la fête de lutte ouvrière qui montrent que, en effet, en s'en donnant les moyens et dans un cadre qui est en effet festif, comme le disait le camarade, ils arrivent à attirer du monde. Lutte ouvrière, c'est pas très festif. Surtout que lutte ouvrière, c'est pourtant quand même pas très festif. C'est-à-dire qu'à un moment, soldats, voilà, il y a des opportunités à nous en effet d'arriver à les construire. Retrouvons l'esprit du clan, l'esprit de la communauté qui nous anime, de manière à partager ses valeurs et de développer cette logique métapolitique qui fait que on peut proposer une véritable alternative à la politique ambiante et à la morosité ambiante liée à cette politique. Maurice, le mot de la fin peut-être ? Oui, et puis bon, si on rejoint la logique du camarade tout à l'heure, derrière cette communauté, derrière une communauté qui grossit, on peut aussi commencer à réfléchir autrement, notamment de la façon... Enfin, notamment à la manière à laquelle nous invite par exemple à le faire Ozon. Ça, bon, c'est évidemment sur le plus ou moins long terme. Enfin, si on commence effectivement à se regrouper comme ça de façon communautaire, à grossir, à grandir, c'est une première étape vers ce que Ozon propose. D'abord une étape transitoire communautariste, entre guillemets, ou communautaire, avant le gros du travail qui sera, notamment pour la question migratoire, celle de la remigration. Voilà, donc plus c'est en nous. Juste une précision, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, c'est juste une précision voilà, sur la CNCTR. Pour être parfaitement précis, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Voilà, j'avais fait une confusion. Je vous redonne la définition exacte. Bon. La chose est dite, il reste à aussi remercier, puisque là c'est aussi important, tous les gens qui, notamment pour Méridien Zéro, relaient les émissions. On en parlait hors micro juste avant, que ce soit sur YouTube ou sur Dailymotion, enfin sur les médias sociaux, qui ont bien compris que nous, notre vocation, c'était aussi d'être relayés. Merci à eux. Merci à vous tous ce soir d'avoir été présents pour cette conférence. Merci bien sûr à Maurice pour cet exposé sur cette loi du renseignement. Et plus que jamais, bien sûr, à l'abordage. Et pas de quartier.